Bonjour à tous, présenter les ouvrages et les revues que j'utilise essentiellement pour les enseignements, pour les séminaires, pour les conférences, pour mon travail d'apiculteur tout simplement. Je n'exposerai pas tous les bouquins que je possède parce que j'en ai quand même quelques-uns. Je vais essayer de vous montrer l'essentiel de ceux, bien sûr, que j'ai produits et puis de ceux que j'utilise vraiment régulièrement, qui sont pour moi des sources d'informations extrêmement importantes. Alors commençons par ceux que j'ai écrits, les plus récents et encore disponibles sur le marché. Vous avez ici l'apiculture mois par mois, qui est un best-seller, on peut le dire, puisque avec près de 40 000 exemplaires vendus, c'est un des numéros 1 des ventes avec un autre ouvrage publié chez Rustica. Et cet ouvrage a été réédité en 2018 et il continue sa progression après une bonne mise à jour et il est devenu un des numéros 1 des ventes. C'est quoi cette apiculture mois par mois? C'est tout simplement un agenda de l'apiculteur. Chaque mois est indiqué les activités à développer, les travaux à faire au rucher, le suivi des colonies, le développement biologique de l'abeille, les risques associés aux parasites et aux maladies, et ainsi de suite. Cet ouvrage a été complété ensuite par un deuxième ouvrage qui s'appelle « Installer un premier rucher ». Alors pourquoi rucher et non pas ruche, ma première ruche tout simplement d'abord parce que c'est plus joli du point de vue de l'expression de parler d'un rucher que de parler d'une ruche, et ensuite parce que vous n'achèterez pas une ruche, vous achèterez plusieurs ruches. Si on veut avoir quelques satisfactions, malgré les échecs qu'on va rencontrer, il faut pouvoir en permanence avoir une ruche qui produit, même si on en a une ou deux autres qui partent un peu à la godille. Donc, installer un premier rucher, c'est comment est-ce qu'on achète des ruches, comment on achète des essaims, comment on peuple les ruches avec les essaims que l'on a acquis, quelles sont les règles pour installer un rucher, où l'installer, comment choisir le lieu, quelle relation doit-on avoir avec les propriétaires des terrains si on n'est pas soi-même propriétaire, et ainsi de suite. Donc avec cet ouvrage qui est vraiment à destination du débutant, de l'amateur débutant, des premiers pas en apiculture, vous avez ainsi un panorama assez complet de ce qu'il faut faire et de ce que l'on doit savoir faire en apiculture. Après, on m'a demandé de faire un troisième ouvrage qui s'appelle le rucher durable. Alors durable parce que c'est la mode bien sûr, tout ce qu'on fait est durable nécessairement, mais c'est quand même plus des techniques plus détaillées. On va plus dans les pratiques apicoles pour avoir de belles productions de miel. L'objectif, c'est pas une apiculture productiviste, c'est une apiculture qui va produire du miel, et c'est pas une apiculture naturelle où on laisse faire les abeilles ce qu'elles veulent, on les regarde, et éventuellement on prend un peu de miel si on en trouve, mais en principe, quand on laisse faire les abeilles, il n'y a pas beaucoup de miel disponible pour l'apiculteur. L'apiculteur est un prédateur de la nature, et donc de l'abeille en particulier, mais l'humain est un prédateur de la nature. Donc si nous voulons avoir du miel, il faut que nous poussions les abeilles à produire parce que nous leur prenons l'excédent de miel par rapport à ce dont elles ont besoin. Les abeilles récoltent en nectar plusieurs centaines de kilos par an, et nous, on va en récolter une toute petite partie. Si nous nous amusions à récolter l'essentiel de ce qu'elles produisent, on les mettrait à mort tout de suite. Donc notre objectif, c'est pas de faire crever nos abeilles, c'est pas de les faire mourir de faim, c'est vraiment de les accompagner pour être extrêmement nombreuses, parce qu'une colonie très populeuse est une colonie en bonne santé, c'est une colonie qui produit du miel, c'est une colonie qui est active au sens où c'est une bonne pollinisatrice, elle a un rôle très important dans l'environnement. Et une colonie malade, faiblarde, qui ramasse peu de choses, etc., c'est en plus une colonie qui va transmettre des maladies à d'autres abeilles et à d'autres colonies. Donc, dans notre respect de la nature, nous devons aussi être respectueux des autres colonies, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient domestiques, de façon à ce que nous ne soyons pas des lieux de production, d'entretien et de développement des maladies. Nous polluerions l'environnement du point de vue bactériologique. Ensuite, le complément naturel, c'est l'élevage des rennes. D'ailleurs, en 1987, quand j'ai commencé mes cours d'apiculture, le premier cours que j'ai fait, c'est un cours d'élevage des rennes. C'est vous dire si c'est facile d'élever des rennes et de l'enseigner pour quelqu'un qui était un débutant, malgré tout, un débutant en enseignement apicole. Et donc, j'ai découvert qu'en réalité, mes stagiaires ne connaissaient pas l'élevage des abeilles. Ils venaient à l'élevage des rennes pensant qu'ils apprendraient à élever des abeilles.
Donc j'ai fait un enseignement sur l'élevage des abeilles et la conduite des colonies. Et là, je vous propose un ouvrage qui est un petit ouvrage, vous voyez, qui n'est pas très épais, 80 pages, qui n'est pas compliqué, qui porte sur l'élevage des rennes. Alors pourquoi avoir fait cet ouvrage, alors qu'il en existe d'autres, et bien plus riches, bien plus documentés que ce que j'ai pu faire en si peu de pages? C'est que je m'étais aperçu qu'une des grandes difficultés de l'élevage des rennes, c'était le transfert des larves, ce qu'on appelle le picking en franglais. Le transfert des larves depuis la cellule où la reine est venue pondre un œuf qui, au bout de 3 jours, s'est développé en larve, sur laquelle les abeilles sont venues déposer de la gelée royale, et puis avec un petit pinceau ou avec une petite cuillère, un picking comme on dit, on va chercher cette larve, on va la déposer dans une cellule de 9 mm de diamètre, qui est la cellule des reines, et donc les abeilles sont leurrées, elles sont dans une colonie qu'on a orphelinée, on a enlevé la mère, et elles cherchent à élever, et on leur donne des cellules qui ont la diamètre requis pour être élevées en reine, et là elles y vont, elles vont la nourrir, elles vont en faire une reine. Cet engin, ce savoir-faire à acquérir pour utiliser un picking, s'acquiert au fil du temps. Et souvent, un amateur ne va faire que 1 ou 2 cycles d'élevage au cours de la saison. Donc très vite, il est désabusé parce que il abîme ses reines, il n'abîme pas les reines, il abîme les larves, il les esquinte, il les écrase, il les infecte, et ainsi de suite. Donc, il a des échecs considérables. Et au fil des années, en fonction des matériels disponibles et de ce que j'ai pu trouver dans la littérature, je me suis finalement agencé un certain nombre d'éléments qui faisaient que, avec des blocs de ponte, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles on fait pondre les reines, on retire, quand les larves sont nées et couvertes de gelée royale, on retire à l'arrière de cette boîte une petite pièce de plastique sur laquelle on va mettre une cellule qui va nous permettre de faire construire une reine. Et cette petite cellule en plastique, cette petite cupule dans laquelle la reine a pondu et la larve s'est développée, nous l'enlevons sans abîmer la larve, sans la dessécher, avec toute la gelée royale que les abeilles lui ont apportée. Donc on fait une opération qui est de grande qualité du point de vue du transfert de la larve vers une cellule de 9 mm. Elle ne bouge pas de l'endroit où elle est, on la laisse se développer tranquillement là où elle était, là où elle s'est installée. Donc, avec un procédé de cette nature, puis ensuite des phases simplifiées pour aboutir à la colonie qui va élever ses reines, eh bien, on arrive à avoir des résultats spectaculaires avec un savoir-faire très limité en matière d'élevage de reines. Donc, je vous donne dans ce petit ouvrage toutes les techniques et tous les trucs qui vont vous permettre d'aller rapidement du prélèvement des larves jusqu'à la naissance des reines. Ensuite, du point de vue des ouvrages, alors je ne peux que vous recommander ce petit ouvrage de Henri Storr qui s'appelle Le Haut Trou de vol. C'est un Allemand qui a rédigé, je pense qu'il est allemand ou autrichien, je ne sais plus, mais il a rédigé cet ouvrage. Il fait partie de ces auteurs intéressants parce qu'ils ont vécu une époque où on travaillait du lundi au samedi compris. Moi j'ai connu ça, mon père travaillait tout le samedi. Et donc on n'avait que le dimanche pour la famille, pour les loisirs, pour les travaux de la maison, etc. Enfin, c'était très limité comme temps libre. Aujourd'hui on a la peine à comprendre cela. Et dans ce petit ouvrage, Henri Storr fait la lecture de ce qui se passe au trou de vol devant l'entrée de la ruche, sur la planche d'envol, pour en déduire ce qui se passe à l'intérieur. Alors vous le faites tous plus ou moins spontanément, quand vous avez des ruches, vous allez voir le matin comment elles vont, qu'est-ce qui sort. Aujourd'hui, on est en période froide d'hiver, il y a de temps en temps un coup de soleil, et quand on passe dans le rucher, on dit « Ah bah tiens, elles sortent ». Donc le premier coup de soleil, même s'il fait que 7-8 degrés, on voit les abeilles sortir. Donc on dit « Ah ben elles vont bien, tiens, il y en a qui sortent beaucoup, il y en a qui sortent pas ». Alors celles qui sortent beaucoup, est-ce qu'elles ont faim ? Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont très nombreuses et il faut qu'elles aillent jeter leurs excréments dehors? Donc à partir de là, on essaye de déduire ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que fait Henri Storr, c'est une observation très précise de tout ce qu'on peut observer à la sortie de la ruche, à l'entrée ou à la sortie de la ruche, ça dépend du sens dans lequel on regarde les abeilles. Et à partir de là, en tirer des conclusions sur ce qui se passe dedans. Et donc, si vous lisez cet ouvrage, si vous apprenez, pas par cœur, mais enfin, si vous vous imprégnez de ces observations qu'il vous propose, alors vous verrez, c'est absolument fabuleux. Vous aurez une vision de vos colonies sans avoir besoin d'ouvrir les ruches, qui est très très intéressante et importante. En tout cas, ça vous permet d'attirer votre attention sur des situations de risque. Et puis, un autre ouvrage
Parmi vous, il y a sûrement des grands bricoleurs, des gens passionnés par tout ce qui est un peu original dans la manière de travailler les colonies. Roger Vanet a rédigé un ouvrage qui est la reprise de ce que le docteur Pache, qui était un Allemand, qui n'avait bien sûr que le dimanche pour faire de l'apiculture, puisqu'il a écrit ce bouquin en 1939, son bouquin en 1939, et qu'il avait que le dimanche. Il avait 10 ruches, et il ne pouvait pas en avoir plus parce que tout le temps libre dont il aurait disposé serait consommé par ces ruches. Donc, pour augmenter son cheptel, il a inventé un système de suivi de ce qui se passe dans les ruches en découpant à l'arrière de la ruche, sur la face arrière de la ruche, une fenêtre avec une vitre, et dans cette fenêtre, il a inséré une petite lame de bois avec un peu de cire dessus, et il regardait comment les abeilles construisaient cette lame de cire, la vitesse avec laquelle elles construisent, le type de cellules qu'elles construisent, mâles ou ouvrières, le type de produits qu'elles mettent dedans, du couvain, du pollen, du miel, qu'elles construisent ou qu'elles ne construisent pas. Tout cela lui donnait une indication sur ce qu'il fallait faire à l'intérieur des ruches. Donc toutes les semaines, il venait ouvrir son petit panneau, il regardait, si c'était complètement construit, il coupait la lame de cire en laissant le rayon en laissant une lame de cire de 1 cm, il remettait sa petite latte en place, il refermait sa boîte et il savait s'il fallait intervenir dans la ruche ou pas intervenir, mettre une hausse ou pas mettre de hausse. Quand ça se remplissait de miel, il fallait mettre une hausse. Quand ça se remplissait de couvain, il fallait élargir le nid à couvain et ainsi de suite. Ceux qui utilisent ce procédé y trouvent un très grand intérêt. Seulement, il faut malheureusement découper l'arrière des ruches, il faut faire un travail de menuiserie, et après, il faut apprendre à s'en servir. Mais pour ceux qui sont passionnés par des méthodes un peu originales, ça c'est une méthode originale. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va avoir des systèmes électroniques avec des capteurs intégrés à la ruche, qui vont mesurer des températures, des développements de ceci ou de cela. C'est encore en état de développement, on attend que ça soit bien percutant, et de toute façon, des choses comme ça, il n'y a pas d'électricité à avoir, il n'y a pas de carte SIM à avoir, il suffit d'aller regarder. Et puis, je vais vous montrer mon ouvrage de référence, celui avec lequel j'ai appris à faire de l'apiculture véritablement, c'est Apiculture de Pierre Jean Prost de son nom. Jean Prost, c'est son nom. C'est un ingénieur agronome qui a été enseignant au lycée de Hyères, dans le Var, et qui a écrit cet ouvrage qui est la conduite des ruches, la connaissance de l'abeille, la connaissance de l'environnement des ruchers, et qui donne des indications sur comment conduire des ruchers, comment conduire une exploitation apicole. C'est un livre qui est très important parce qu'il est très complet. Il a été écrit dans les années 60, il en est à la 7e édition, remise à jour par Yves Lecomte, qui est directeur de recherche à l'INRA, qui se trouve à Avignon, et qui est un excellent professionnel de la recherche sur l'abeille, qui a été un des pionniers des travaux sur les phéromones en matière apicole. Et donc cet ouvrage, très complet, très riche, est un ouvrage qui est aussi très intéressant pour tous ceux qui font de la divisible. Parce que Pierre-Jean Prost travaillait dans une région où à l'époque tout le monde était en langstroth. Or la langstroth est une ruche divisible. Que ça soit une voirée, que ça soit une voireneau, que ça soit une dadan, que ça soit n'importe quel type de ruche que l'on conduit en utilisant uniquement les hausses, c'est de la divisible. Prenez des hausses d'Adam les unes sur les autres, vous mettez des hausses avec 10 cadres dedans, ou 12 cadres dedans, ça vous fait une ruche d'Adam. Quand vous prenez des hausses Warneau, vous en mettez 2 l'une sur l'autre, ça vous fait un corps Warneau et ainsi de suite. Donc, si vous travaillez uniquement avec des hausses, vous faites des divisibles. Vous n'avez qu'un seul type de matériel, enfin, il y a des tas d'avantages à ce type de méthode. Et cette conduite-là est une conduite particulière qui est bien décrite dans cet ouvrage et qui est celle de la langstroth, mais applicable à toutes les divisibles. Maintenant, je vais vous présenter les revues que j'utilise, qui sont un petit peu ma source quotidienne, en tout cas au moins mensuelle. Cette revue, c'est la revue La santé de l'abeille, qui est la revue de la Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales. C'est une fédération des groupements sanitaires qui se sont créés dans les années 60, et à l'initiative d'amateurs, pas du tout à l'initiative de professionnels, et pas à l'initiative du ministère non plus. Ça a vraiment été une initiative originale, et les 2 fondateurs de cette fédération, dont l'un était à la SNCF, c'est pour ça qu'il a pu parcourir la France dans tous les sens pour, département par département, proposer de travailler la question sanitaire. Et pourquoi la question sanitaire? Parce que sur le sanitaire, on peut être d'accord
Il n'y a pas d'histoire de syndicats, de politique, etc. Sur le sanitaire, la maladie est la même pour tout le monde. Qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit de devant, de derrière, qu'on soit... peu importe, la maladie est la même. Donc parler de maladie, c'était aussi une manière de parler de l'abeille sans rentrer dans des conflits idéologiques, dans des conflits de personnes, des conflits de chapelles, d'écoles, etc. Donc ils ont créé ces associations locales, ces associations sanitaires locales, puis une fédération nationale et cette revue qui est centrée sur les questions sanitaires avec des approches très pragmatiques et des approches très scientifiques. C'est intéressant parce que c'est une source d'information avec des références et aujourd'hui où nous avons via Internet accès à des tas de travaux scientifiques publiés sur des sites où les chercheurs déposent leurs documents, leurs textes et l'accès est gratuit, cette revue est une source d'information tout à fait fondamentale pour nous. La deuxième revue que j'utilise beaucoup, c'est celle du CARI. Pour nos amis belges, ils connaissent bien le CARI. C'est le centre de référence du point de vue apicole en Belgique, qui est à Louvain-la-Neuve et qui est financé pour réaliser des travaux d'études, des travaux de recherche qui participent, puisque la Belgique est un des pays qui accueille la communauté européenne, eh bien, enfin l'administration de la communauté européenne, eh bien, la Belgique est proche de tout ce qui se passe au niveau européen. Et donc on a là, grâce à l'équipe du CARI, on a l'information de ce qui se passe au niveau européen et en même temps ils sont proches de ceux qui, au niveau européen, pensent éventuellement l'apiculture. Et donc en particulier, je vous rappelle que c'est l'Europe qui nous a permis de nous dégager de l'obligation réglementaire d'avoir une ordonnance vétérinaire pour utiliser des produits à base d'acide oxalique, d'amitrase, etc. Les travaux de ces gens-là ont permis de faire considérer que les acaricides devaient sortir de l'obligation vétérinaire. Donc du coup, on a un marché du médicament qui s'est transformé, qui est en cours de transformation, et ça c'est très intéressant pour nous. Donc cette revue est très intéressante, elle a des fiches techniques. Le site du CARI, cari.be, le site du CARI est un site qui est extrêmement fécond lorsqu'on cherche les publications, les fiches techniques, les guides. Il y a tout un ensemble d'informations qui sont disponibles de la manière la plus intéressante qui soit. Ensuite, je vais vous montrer la revue Inforen. Inforen, c'est une revue qui a été créée par aussi des professionnels de l'apiculture, de l'élevage des rennes. C'est l'Association nationale des éleveurs de rennes qui a créé cette revue. Moi, j'ai croisé plusieurs fois Christiane Massico, qui a été à l'origine plus ou moins de cette association, qui a été en tout cas une animatrice très vigoureuse de cette association. Et il y a une idée qu'elle avait eue et qui est maintenue, que ses successeurs ont maintenue, et qui est vraiment une idée originale et riche, féconde, c'est on fait du partage d'expérience. Nous sommes des professionnels, nous sommes de bons professionnels, il n'y a pas de raison que si, en échangeant entre nous, on ne fasse pas évoluer nos pratiques, on n'améliore pas notre savoir, nos connaissances. Donc, échangeons. Bien sûr, il y a des données scientifiques dans ces articles, ce ne sont pas des béotiens, mais ceux qui présentent leur pratique professionnelle, leur savoir professionnel, le font dans un esprit d'ouverture. Et j'en parle parce que lorsque j'ai écrit mon ouvrage sur l'élevage des rennes, j'ai interpellé plusieurs de ces auteurs qui écrivent dans cette revue et qui m'ont très volontiers donné des conseils, donné des idées, donné des photos. Donc c'est un lieu de partage. C'est quelque chose qui est vraiment très important, tellement dans l'apiculture, on est dans des chapelles. Là, on est vraiment dans le partage et ça vaut la peine. Dernière revue que je voulais vous présenter, c'est une revue dans laquelle j'écris, L'abeille de France et l'apiculteur. C'est une revue syndicale, c'est celle du Syndicat national de l'apiculture. C'est une revue qui publie bien sûr les données et les informations syndicales, les informations réglementaires, qui discute des politiques agricoles ou des politiques sanitaires, enfin qui est sur l'aspect vraiment politique, au sens des relations avec l'État et l'État comme régulateur, comme éventuellement également protecteur. Il ne faut pas oublier que l'État organise des solidarités que personnellement et que professionnellement on n'est pas capable d'organiser. Donc c'est une revue syndicale au sens fort du terme, mais en même temps
qui donne à chacun des indications sur ce qu'il faut faire mois par mois. Donc j'écris un article tous les mois, non pas sur ce qu'on doit faire le mois où la revue paraît, parce elle paraît pratiquement au milieu du mois, mais j'écris un papier sur ce qu'il faudra faire le mois prochain. Et puis j'écris le courrier des lecteurs, et j'ai la chance que via mon site Biou, et donc vous, j'ai des questions qui me sont posées par mes lecteurs sur Internet, pas mes lecteurs de la revue. Là, les revues reçoivent presque jamais de demandes d'informations, presque jamais. Le courrier des lecteurs, dans toutes les revues que je connais bien, c'est quand même l'auteur du courrier des lecteurs qui les rédige les questions. Donc là, je n'ai pas inventé des questions, je réponds aux questions qui me sont posées. Et donc, dans cette revue, vous avez aussi un courrier des lecteurs qui a cette originalité. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant avec cette revue, c'est qu'elle vous permet d'être assuré en responsabilité civile. Car cette revue, avec Groupama, en réalité c'est Groupama qui assure tous les apiculteurs de France, il n'y a pas d'autre assureur. Mais les voies pour accéder à cette assurance, parce que l'assurance est tellement peu chère que Groupama ne vous signe pas de contrat, c'est pas possible. Cette assurance vous est donnée par la revue, il y a une page spéciale dans la revue où on remplit les informations concernant nos ruches et nos ruchers, de façon à ce qu'on puisse avoir une assurance en responsabilité civile. Et la particularité de cette revue, c'est que jusqu'à la 10e ruche, vous remplissez le document, comme si vous alliez payer l'inscription auprès de l'assureur. En fait, la revue vous fait cadeau de l'assurance pour les 10 premières ruches. À partir de la 11e, vous allez payer une cotisation d'assurance qui est à la ruche, de quelques centimes, moins de 10 centimes la ruche. Donc, vous voyez, avec cette revue, vous avez l'intérêt d'une revue d'information, de conseils apicoles, et en même temps, vous avez la possibilité de vous assurer en responsabilité civile. Et ça, c'est très important d'être assuré en responsabilité civile, parce que si votre assureur habitation vous couvre pour les quelques ruches qui sont dans votre jardin attenant à votre maison, vous n'êtes pas assuré pour les ruches qui sont en dehors de votre propriété. Voilà, eh bien écoutez, à bientôt pour la suite. Au revoir.